Presque 18 h sur BFM TV. Bonsoir à tous. Bonsoir Pierre. Bonsoir Rebecca. À la une ce soir, jusqu'à 1 mètre d'eau dans les rues, 5 personnes hospitalisées, des dégâts très importants après des orages en Haute-Marne. Le hameau de Meurs a particulièrement été touché. La préfète de la Haute-Marne a fait le point sur la situation avec nous dans ce journal. Vous le savez, les Jeux Olympiques débutent dans 5 jours. Des milliers d'athlètes sont attendus à Paris. Mais pour le député insoumis Thomas Porte, les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus à ces mêmes JO. Déclaration faite hier lors d'un rassemblement à Paris, donc en soutien au peuple palestinien. Et justement, J-5 avant la cérémonie d'ouverture, à Paris, les restaurants, les commerçants sont fortement impactés par le dispositif de sécurité. Gérald Darmanin rassure et écarte la piste d'une menace caractérisée autour des Jeux Olympiques. À la une donc, ces orages qui se sont abattus sur une partie du pays la nuit dernière. 15 départements étaient en vigilance orange. Certains ont été plutôt épargnés, mais d'autres ont subi de gros dégâts. Comme en Haute-Marne, où il y a eu d'importantes inondations. On entendra dans quelques instants la préfète de la Haute-Marne en direct sur BFM TV. Mais d'abord, les dernières images de ces dégâts. Loïc Cazard et les équipes de BFM TV sur place. Toujours abasourdis, les habitants de Meurs ont passé une bonne partie de la journée les pieds dans l'eau. Dans son garage, Martine constate les dégâts après une nuit d'horreur. Ça a grossi. Et puis d'un seul coup, on a vu cette vague. Voilà. Ici, derrière. Puis voilà. Et puis qu'est-ce que vous voulez qu'on me dise? On a peur. En arrivant dans le village samedi soir, les pompiers découvrent l'ampleur des dégâts. Sur son passage, la vague a propulsé cette voiture. J'ai vu l'eau monter, c'est venu d'un coup comme ça. Il y avait la Bora ici, la voiture grise qui est un peu plus loin, et celle-là qui était garée devant. Elles se sont mises à flotter, et puis celle-là, elle a tapé dans le coin là. Un peu plus loin, ce mur n'a pas résisté à la pression de l'eau. Je suis resté un petit peu impuissant. Hein. Comment voulez-vous faire quelque chose? On ne peut pas. Hein. Les habitants ont tous été surpris. D'un coup, j'ai vu de l'eau brune passer sous le seuil de la maison. Puis en l'espace de 2 minutes, la porte a cédé sous la pression de la flotte. Comme tant d'autres personnes qui ont subi des inondations, c'est la même histoire. De là-haut jusqu'à 1 mètre, de la boue, tout est sans dessous. L'électricité, c'est obsolète. Voilà, on sort les meubles, on nettoie. Toute la journée, il a fallu nettoyer, jeter les meubles, vêtements et livres détruits par les intempéries. L'intérieur des maisons n'a pas été épargné. Les lapins qui étaient là, si je les prenais pas, ils finissaient noyés. Donc du coup, là, c'était un peu l'atelier, on va dire, en quelque sorte. Puis là, c'est monté, vous voyez la trace. C'est monté jusque là chez nous. C'est monté, 1m20, 1m30. Samedi soir, l'eau est montée jusqu'à 1,65 m dans la rue principale du village. Les habitants nous témoignent effectivement d'avoir eu le sentiment qu'en quelques minutes, une dizaine ou 15 minutes, cette vague a tout emporté sur son passage et en particulier a fragilisé un certain nombre de bâtiments et a entraîné que les habitants aient à se réfugier dans les hauteurs en très peu de temps. Le maire de la commune, lui, n'avait jamais vu ça. Mes aînés qui ont 90 ans... Ils n'ont jamais connu ça et de mémoire, ils n'ont jamais entendu parler d'un tel phénomène sur la commune, quoi. Pour les experts, ce phénomène météorologique est lié à un front froid sur le pays. C'est vraiment la récurrence d'orages en début de soirée, suivi d'un épisode plus orageux très intense, qui a donné des cumuls assez exceptionnels pour la période, entre 50 à 100 mm en moins de 6 heures, donc ce qui forcément en juillet est considérable. Et sur des sols saturés d'eau, donnent des inondations très rapidement, voire des crues éclairs. Au total, les secours de Haute-Marne ont réalisé 80 interventions. 5 personnes ont dû être hospitalisées. 4 communes du département ont été touchées par les intempéries. On va maintenant retrouver Régine Pam, la préfète de Haute-Marne, en direct sur BFM TV. Bonsoir madame. Je le disais, votre département, on l'a vu dans ce sujet, a été particulièrement touché. Quelle est l'ampleur des dégâts à l'instant où on se parle ?
Alors, l'ampleur des dégâts est quand même particulièrement remarquable, notamment dans la commune que vous avez citée longuement sur votre antenne depuis ce matin, la commune de Meurs. Mais d'autres communes ont aussi été impactées dans le même secteur. Et je pense notamment à la commune d'Anneville-les-Prairies ou la commune de Sex-Fontaine, qui, dans une moindre mesure, ont été particulièrement impactées avec un réseau routier et des habitations qui ont vu cette vague arriver et emporter une partie des biens de nos habitants. Avez-vous été surprise par l'intensité de ces orages? Rien n'a pu être anticipé? Alors, je rappelle que Météo France avait lancé une vigilance orage orange. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les services de secours avaient été prépositionnés et ont permis une forte réactivité, ce qui aujourd'hui nous amène à constater un bilan plutôt satisfaisant s'agissant des victimes humaines, des personnes humaines, puisque nous n'avons pas de blessés graves à constater. Dans nos villages, il est toujours très difficile d'anticiper la façon dont ces fortes pluies peuvent s'écouler. Et pour ce que j'ai pu constater, puisque je suis allée sur le terrain toute la journée, pour ce que j'ai pu constater, effectivement, des cumuls de pluie à des endroits particuliers, donc sur ces 4 communes en particulier dans le département qui en comptent plus de 400, eh bien, ces cumuls ont entraîné les dégâts que vous avez pu relayer pendant toute la journée sur vos antennes. Donc, la réponse est, il est très difficile de pouvoir savoir en anticipation où est-ce que, effectivement, cette intensité importante va frapper. Je rappelle pour mémoire que Météo France a constaté une quantité d'eau, un cumul d'eau 10 fois supérieur à ce que l'on peut constater sur un orage plus classique à cette période de l'année. D'ailleurs, on continue à voir ces images avec ces dégâts impressionnants, vous l'avez dit, dans la commune de Meurs, mais dans tout le secteur de Chaumont. Est-ce qu'il a fallu reloger des personnes, Madame la Préfète ? Alors, c'est une organisation de nos secours, puisque pendant la nuit, un certain nombre de pompiers ont été engagés. Parmi eux, certains, effectivement, ont été relevés dans la journée. Et les interventions cette nuit ont plutôt relevé de la spécialité nautique qu'en celle d'aujourd'hui, relevé plutôt du sauvetage des blaiements pour accompagner les populations dans le déploiement au plus vite des habitations qui avaient été particulièrement impactées ou du réseau routier et voirie, puisque je rappelle que c'est par ce réseau routier et voirie que l'accès des secours, si une autre, comment dirais-je, une autre pluviométrie devait encore impacter le territoire. Météo France nous annonce cette vigilance jaune pluie encore pendant quelques heures, mais d'ici le milieu de la soirée, nous devrions revenir à une météo plus sèche. Quelle est la priorité désormais? Est-ce que vous allez demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle? Bien évidemment, au vu de ce que nous avons pu constater, au vu des témoignages des habitants, mais surtout au vu des informations dont dispose Météo France, j'envisage dès la semaine prochaine de solliciter la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour ces communes de Haute-Marne par rapport à cet épisode pluvio-orageux intense de la nuit du 20 juillet. La satisfaction pour vous, Madame la Préfète, c'est avant tout ce nombre de victimes. On rappelle qu'il n'y a pas de morts, quelques blessés seulement. C'est difficile de parler de satisfaction. Je préfère saluer l'engagement de toutes les personnes qui ont permis effectivement de constater, par rapport à une manifestation de la nature, de constater ce bilan qui n'est pas, je dirais, grave pour les personnes. Donc je salue la réactivité effectivement des sapeurs-pompiers, celle des personnes du conseil départemental qui s'occupent de l'entretien des routes, nos gendarmes, mais aussi, je voudrais attirer votre attention sur le fait que même les militaires présents dans le département de la Haute-Marne, les militaires engagés dans le 61e régiment d'artillerie sont venus prêter main forte aujourd'hui pour accompagner les habitants. Donc oui, une formidable chaîne humaine, des habitants qui se sont mobilisés, des maires qui sont très engagés, des services de secours qui ont été coordonnés. La chaîne de coordination a bien fonctionné pour préserver des vies par rapport à cet événement et cette catastrophe naturelle. Merci beaucoup Régine Pam, la préfète de la Haute-Marne. Merci d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV.
On va bien évidemment continuer à en parler sur ce plateau. Nous accueillons Gaël Musquet. Vous êtes spécialiste de la prévention des risques naturels. Bonsoir Gaël. À ma droite, Dimitri Carbonel. Vous êtes expert en adaptation au changement climatique, auteur du livre 2050 Crash ou Renaissance aux éditions Libri Nova. D'abord Gaël, ce qu'on a vu, ce qu'on voit dans le secteur de Chaumont, c'est que ça a été très impressionnant. Il y a eu un fort orage. Ça a duré quelques minutes seulement. C'est d'ailleurs ça la difficulté? Tout à fait. Il faut imaginer qu'on met des vigilances à l'échelle d'un département. Et là, on a 4, 5, 6 communes qui sont concernées au final par cette cellule orageuse qui les a impactées. Et c'est très compliqué de déterminer est-ce que cette cellule, elle va accélérer, stagner sur une zone et donc faire pleuvoir et faire des records de pluviométrie comme on l'a connu. Quand on regarde l'histoire de ces territoires, ils ont déjà connu des épisodes comme ceux-là. En 1983, en 1999, on a déjà eu des arrêtés de catastrophes naturelles pour des inondations ou des coulées de boue. Et on passe à l'autre extrême, 2019, 2020, 2021 avec des sécheresses. On est en 2024, on a à nouveau une catastrophe qui va certainement provoquer un nouvel arrêté de catastrophe naturelle et la mise à jour des documents dont sont responsables d'ailleurs Madame la Préfète, le DDRM, le document départemental des risques majeurs, qui au niveau du département va permettre d'avoir des repères de crues, d'inscrire dans l'histoire de ces territoires qu'il y a eu une catastrophe qui aurait pu malheureusement entraîner des victimes, qui ont entraîné extrêmement des dégâts quand même qui sont conséquents, et donc permettre à ces territoires de faire face à l'avenir à des épisodes comme celui-là. Dimitri Carbonel, comment est-ce que nos villes, nos rues sont adaptées à ce genre de phénomène? Est-ce qu'on peut anticiper ce qui s'est passé? Alors, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites en préventif. Alors, pour reprendre l'exemple effectivement de Madame la Préfète, elle dit effectivement c'est imprévisible que ces 4 communes soient touchées. En revanche, ce qui est beaucoup plus prévisible, et d'ailleurs Gaël le disait, c'est que dans 1 an ou dans 2 ans, un certain nombre de communes dans ce département vont être touchées. Et donc de cette manière-là, on peut tout à fait anticiper, on peut tout à fait imaginer que la préfète et que les communes disent à l'ensemble des habitants, ceux qui sont proches des rivières ou des cours d'eau, on va faire un exercice pour, effectivement, s'il y a une inondation. Que ce qu'on fait, si par exemple, notamment vis-à-vis des biens, vis-à-vis des logements. Donc, c'est quelque chose qu'il est possible de faire, de préparer. Et puis, il y a une deuxième chose aussi. Pardon, allez-y. Et pourquoi cela n'a pas été déjà fait? Je pense que, encore une fois, on a l'impression que ça nous tombe dessus. C'est un peu imprévisible, effectivement, sur le moment même. Et ce qu'il faut maintenant passer, c'est que chacun se dise ça peut m'arriver demain et donc j'anticipe en question. Je pense que pour l'instant on a encore un peu ces phénomènes de surprise que la plupart des personnes disent ça m'est jamais arrivé ou très peu arrivé, donc ça m'arrivera pas, ce qui est faux. On le voyait à l'instant, la commune de Meurs a été particulièrement touchée. Village de 140 habitants à peine. Où vous vous trouvez, Frédéric Fernandez? La vague a donc tout emporté sur son passage. Et ce soir encore, les habitants constatent les dégâts. Oui, les habitants qui constatent les dégâts, ils font ça maintenant depuis la nuit dernière, depuis presque 24 heures. Alors il faut imaginer qu'exactement sur cette rue principale donc du village de Meurs, il y a tout juste 24 heures, il y avait 1,60 m d'eau quand cette vague est arrivée. On voit aussi sur ces images Margot Sèvres une voiture qui est encore coincée entre les arbres. Et puis vous allez le voir sur cette image aussi, eh bien la salle des fêtes du village où hier soir aux alentours de 19h30, eh bien il y avait une fête d'anniversaire. Il y avait 30 personnes à l'intérieur. Toutes les personnes ont dû être évacuées par les pompiers et ont ensuite été amenées sur la commune de Sex-Fontaine. Donc des habitants qui continuent évidemment de nettoyer ce soir et de constater les dégâts, de forts dégâts. Les habitants ont d'ailleurs été aidés par l'armée cet après-midi qui est venue leur prêter main forte. Ici, on se trouve donc dans l'habitation de Laure. Laure, bonjour. Vous étiez là, vous, hier soir, avec votre fille de 2 ans. Racontez-nous comment ça s'est passé. Et du coup, on était dans la maison. Je vous laisse me suivre. On vous suit. Alors vous voyez en même temps qu'on continue à aller dans la maison de Laure, eh bien on voit ici par exemple un quad qui a été également emporté. On voit aussi les meubles ici sur notre droite, des meubles donc qui ont été tous sortis de l'intérieur de l'habitation. Et donc là on entre dans votre chambre, Laure. Oui, donc avec ma fille on s'est retrouvés donc à l'intérieur. Ici donc il y avait le lit, donc j'ai appelé les secours, qui m'ont demandé de nous mettre en sécurité, sauf que je ne savais pas si l'étage était accessible, je ne savais pas s'il y avait de l'échelle et j'entendais l'eau qui ruisselait dans le garage. Donc j'ai préféré rester ici, sauf qu'ensuite le mur a fissuré et toute l'eau est rentrée. Donc il y avait de l'eau, comme vous pouvez le voir, jusqu'ici sur la baie vitrée. Et là je me suis dit il faut s'en aller au plus vite. Donc mon réflexe a été de voir que le mur qui est en face
n'était pas sous l'eau. Et donc, j'ai traversé avec la petite dans les bras qui était vraiment terrifiée. Donc, la pièce sous l'eau. Sauf qu'en arrivant ici, je me suis rendu compte que la baie vitrée était encore là et on était piégés dans la pièce. Donc, je ne sais pas par quel moyen j'ai forcé la baie vitrée. La baie vitrée n'a pas cassé, mais elle est tombée sur le sol. Elle nous a emportés aussi. Donc, on a quelques blessures. Et ensuite, du coup, on est allé dehors se réfugier donc sur le muret pour ma petite et ensuite sur le toit de la voiture. Merci beaucoup, Laure. On entend donc votre témoignage et donc l'effroi auquel vous avez dû faire face. Aujourd'hui et ce soir, les habitants tous espèrent la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle sur la commune pour une meilleure indemnisation auprès de leurs assureurs. Frédéric Fernandez avec Marc Gossef pour les images. On l'a vu sur ces images des coulées de boue et d'eau impressionnantes. À distance, avec nous, Yann Amis. Bonsoir, vous êtes météorologue chez Weather & Co. Et on accueillera ensuite le colonel Sébastien Paletti, porte-parole de la sécurité civile. Yann Amis, d'où viennent ces orages à quoi sont-ils dus? Aux fortes chaleurs, à cause des conflits de masse d'air? Alors, bonsoir à tous. Le constat que l'on peut voir, notamment avec ce nouvel épisode, en fait, il s'inscrit un petit peu dans ce que l'on a eu tout le mois de juin et notamment sur une bonne partie de début juillet. En fait, on est à chaque fois, alors au mois de juin, c'était plutôt des gouttes froides qui étaient stationnaires sur la France et qui venaient en fait favoriser, je dirais, l'éclatement de systèmes orageux. Là, on est sur des forçages, on va dire, d'altitude avec classiquement, on va dire, de l'air chaud bien, on va dire... de l'air chaud avec des journées qui ont été relativement, disons, de très forte chaleur. Donc, on était plutôt aux alentours de 33-34 degrés. Et dans ce cadre-là, en fait, on a des perturbations qui arrivent en fait par l'ouest de la France, ce qu'on appelle des talwegs d'altitude. Et en fait, ça va provoquer notamment ce qu'on appelle un forçage en altitude. Et ce forçage en altitude va mettre un contexte très favorable en fait à ce que les orages s'enclenchent. Et ça s'enclenche d'autant plus vite, et là on l'a vu notamment hier, c'est que le sol est très très chaud. Et en fait, c'est comme si on mettait ni plus ni moins, je dirais, le feu sous la casserole de lait et qu'on ne la surveille plus. Dans le sens où là, après, les molécules d'air ou la masse d'air va pouvoir monter, en fait, se saturer, se condenser et donner de très fortes précipitations. Et avec tous les phénomènes que l'on peut voir et que l'on a pu voir hier, notamment les orages, en fait. Mon colonel, Rebecca le disait, vous êtes porte-parole de la sécurité civile. Quelle est la priorité pour vos hommes quand ils arrivent sur une zone sinistrée comme celle que l'on a pu voir à Meure en Haute-Marne? Bonjour. Donc, permettez-moi de rappeler qu'hier, le phénomène a touché une grande partie de la région Est, puisque 11 départements étaient concernés par la vigilance orange avec des épisodes localement très violents. Les forces de secours et de sécurité civile sont dans ces moments-là très mobilisées. Cela a été le cas hier, puisque sur l'ensemble du territoire, plus de 500 sapeurs-pompiers ont effectué environ 600 opérations de secours durant la durée du phénomène. Lorsque cet épisode arrive, les premières missions auxquelles s'attachent les sapeurs-pompiers sont d'effectuer des reconnaissances et l'ensemble des actions qui visent à mettre en sécurité la population. Sur le hameau de Meure en particulier, une quarantaine de personnes, cela a été précisé, ont été mises en sécurité. Une personne a été réellement sauvés. Et donc, ce sont les premières actions qu'effectuent les sapeurs-pompiers, à la fois dans le cadre de leur mission première et aussi avec les équipes spécialisées comme les sauveteurs en eau vive qui ont été engagés hier en Haute-Marne. Et tout cela est possible en raison du dispositif de vigilance orange qui est mis en œuvre et qui permet à la fois de sensibiliser la population, d'adapter ses comportements, mais aussi de permettre aux autorités que sont les communes avec les maires en premier lieu, le préfet de département ou la préfète, et puis les forces de secours, de se préparer et d'anticiper. Dimitri Carbonel, vous me disiez tout à l'heure que vous ressentiez un décalage total avec la situation politique qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais quel est le lien avec les dégâts qui ont été qui ont eu lieu et votre ressenti de décalage avec la situation politique? C'est simple. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui vivent ça, on voit une coopération, une solidarité entre les personnes. Vous imaginez qu'une personne qui voit son voisin va pas lui demander s'il est mélanchoniste, macroniste et Le Pen
péniste et puis lui dire, en fonction du parti ou de la personne pour qui tu votes, je vais t'aider ou je vais pas t'aider. Et je pense que les parlementaires devraient vraiment s'inspirer de cette solidarité, de ces coopérations, parce que ce qui est attendu par les Français, ils ont un peu ras-le-bol, je vais être franc, des gesticulations qu'il y a, mais vraiment concrètement, on a affaire à des changements climatiques, on a affaire à des événements qui sont de plus en plus catastrophiques. Comment est-ce que vous pouvez nous aider pour qu'au final, nous puissions vivre normalement, ou moins, en tout cas le moins mal possible, et qu'on puisse aussi résoudre, ou au moins s'adapter aux changements climatiques et aux catastrophes? Donc vous appelez le gouvernement à s'inspirer des comportements de ces personnes-là en situation d'urgence, ou est-ce que vous appelez le gouvernement à faire un zoom sur la situation climatique Il y a deux choses. Déjà, simplement dans le comportement, c'est déjà se poser la question de regardons ce qui se passe sur les territoires. Il y a des gens qui coopèrent. Et plutôt que de commencer à se bagarrer entre eux, c'est vraiment se dire comment est-ce qu'on peut mettre en avant ce qui se passe au niveau des territoires. Comment est-ce qu'on peut faire pour mutualiser les choses. Avoir une démarche beaucoup plus qui part des problèmes pour aboutir aux solutions plutôt que de partir, entre guillemets, parfois d'idéologie, de solutions, puis peut-être résoudre des problèmes. Gaël Musquet, on va revenir très factuellement sur ce qui s'est passé la nuit dernière en Haute-Marne. On rappelle qu'il y avait tout de même 15 départements qui étaient placés en vigilance orange aux orages. J'ai peut-être une mauvaise impression, mais j'ai l'impression que ces épisodes orageux surviennent de plus en plus. Est-ce que c'est le cas? Alors, on a effectivement 2-3 années là qui se suivent de records de température. Alors, même si on a un été très pluvieux et très frais, avec des normales de saison aujourd'hui surtout très basses, très en dessous de ce qu'on a comme en moyenne, on a depuis quelques années des records en termes de température qui entraînent des records d'humidité et donc effectivement des orages qui sont de plus en plus violents. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a la chance d'avoir aujourd'hui des dispositifs d'alerte, comme FR Alert, depuis juin 2022, qui permettent aux populations d'être prévenues en temps et en heure sur leur téléphone mobile et donc d'avoir des actions qui sont en adéquation avec la sévérité de la situation. Maintenant, il faut continuer à équiper évidemment les territoires en capteurs et en instruments permettant de comprendre ce qui se passe sur le territoire. Et derrière, utiliser les fonds de prévention. Aujourd'hui, on utilise à peine 10% des fonds qui sont disponibles pour la prévention. Cette prévention, elle l'intègre aujourd'hui dans la loi, c'est factuel, les députés l'ont voté, la loi Matras. Tous les 5 ans maximum, les élus doivent entraîner leur population à évacuer, à se comporter correctement face à ces événements extrêmes. Yann Amis, qui est à distance avec nous, est-ce qu'on va connaître un été orageux et comment on peut le savoir véritablement ? Alors, là, on rentre sur la variabilité naturelle en fait du temps. Donc, c'est toujours délicat en fait de faire des projections et notamment pour anticiper le mois d'août. Ce qu'on peut faire et ce que l'on peut regarder en fait pour nous aider et nous accompagner dans la prise de décision et observer un petit peu ce qui peut se produire. On a ce qu'on appelle les modèles météorologiques qui vont nous accompagner à peu près entre 0 et une quinzaine de jours grand maximum. Donc ça va nous permettre de voir et d'avoir une tendance un petit peu de qu'est-ce qui peut nous attendre sur une dizaine de jours. Si je reprends l'événement que l'on a eu hier, cet événement avec vos collègues de la presse régionale, on l'avait déjà anticipé et on avait déjà sensibilisé, je crois, en début de semaine sur ce risque orageux qui allait s'installer notamment pour la journée de samedi. Donc en soi, ce n'est pas une surprise. Au-delà de ça, après, ce que l'on va faire, on va utiliser au-delà des 15 jours, on va regarder un petit peu avec ce qu'on appelle les modèles d'ensemble, qu'est-ce que va pouvoir donner en fait au niveau de la dynamique atmosphérique un petit peu l'orientation des principaux paramètres, c'est-à-dire les températures, les précipitations. Et là, quand on regarde un petit peu à date, qu'est-ce qui nous attend, je dirais, pour cette semaine et d'ici 15 jours, cette semaine, on va repartir un petit peu, on va retrouver des températures relativement élevées, on va revenir sur du 25-28 degrés, notamment dans la moitié sud, et certainement samedi prochain, on risque à nouveau de retrouver une petite période orageuse qui correspond à nouveau à un passage de Talweg. Donc on va encore reconnaître un petit peu, je dirais, ce genre de scénario, mais certainement peut-être à ce stade moins fort, bien que ça reste à confirmer dans la semaine. Et au-delà de ça, après, ce que l'on va regarder, et quand on regarde un petit peu plus loin, on voit que les températures sur l'Afrique du Nord sont assez élevées. Et là, il faut peut-être regarder un contexte, je dirais, de très forte chaleur, plutôt pour le 27, 28, plutôt la fin du mois de juillet. Plutôt vers pour la fin du mois de juillet. 29 juillet.
voilà, on voit quelque chose, on voit des signes qui traduisent une masse d'air relativement sèche, des températures relativement élevées, qui correspond aussi un petit peu à la remontée de la zone de convergence intertropicale. Donc, quelque part, il faut plutôt être dans l'optique d'un mois d'août plutôt chaud et des chaleurs qui seraient au rendez-vous quand on regarde un petit peu les projections. On verra ça et on verra si vos projections sont bonnes. Yann Amis, une dernière question à vous, mon colonel. On sait que ces orages, justement, sont imprévisibles. Comment font vos hommes pour gérer ces situations ? Alors, les forces de la sécurité civile sont organisées pour s'adapter à la fois aux risques courants et puis à ces événements exceptionnels et particuliers. Le modèle français de sécurité civile qui s'appuie d'une part sur la complémentarité entre les forces territoriales composées de pompiers volontaires et de pompiers professionnels, mais également la complémentarité entre les moyens d'État qui viennent renforcer les forces territoriales, appuyée par les travaux de partenariat avec Météo France, avec l'expertise Météo France qui nous permet d'anticiper, nous offre toute la possibilité, en toute humilité, car comme on l'a vu hier, les événements peuvent être imprévisibles, pour préparer nos ressources humaines et matérielles et être au rendez-vous des besoins lorsque les événements le nécessitent. Merci beaucoup, colonel Sébastien Paletti, porte-parole de la sécurité civile. Merci à tous les 4 d'avoir été avec nous ce soir pour décrypter ce qui s'est passé dans la Meure. Il est 18h24 sur BFM TV. Restez avec nous dans un instant. Un député LFI, Thomas Porte, déclare qu'il ne veut pas d'athlètes israéliens aux Jeux Olympiques. Et Gérald Darmanin tend la main à la gauche. On en parle dans un instant. À tout de suite sur BFM TV.